Récemment, j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux des opinions assez trompeuses concernant les prochaines réglementations bancaires, en particulier à propos de Bâle III, qui entre en vigueur le 1er juillet. Bien que l'objectif de cette désinformation soit peut-être de vous faire craindre un crash financier et ainsi de vous pousser à investir dans quelque chose que vous n'auriez pas acheté autrement, je suis ici pour vous dire qu'il y a très peu de raisons de s'inquiéter pour le moment dans le contexte de la mise en œuvre de Bâle III. En tant qu'ancien auditeur bancaire, je souhaite apporter un peu de clarté et partager des faits, et non des opinions qui cherchent à profiter de vos peurs. Commençons par le début. Bâle III est une réglementation bancaire qui a été élaborée à la suite de la crise financière de 2008. Bien qu'elle entre techniquement en vigueur le 1er juillet 2025, sa mise en place sera progressive sur une période de 3 ans. Il n'y aura donc pas d'impact immédiat et il n'y aura pas de crash soudain à la suite de cette réglementation bancaire spécifique. Cela n'affecte en rien la valeur du dollar américain de quelque manière que ce soit. De plus, Bâle III ne signifie pas que vous devez convertir vos dollars en d'autres actifs. Cela étant dit, plongeons dans le monde des fonds propres bancaires. Ce qu'ils sont, pourquoi ils sont importants et pourquoi ils sont devenus le centre d'un débat houleux entre les grandes banques et les régulateurs. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui maintient la stabilité de notre système bancaire ou ce qui pourrait le faire vaciller, cette vidéo est faite pour vous. Commençons par les bases. Les fonds propres bancaires sont essentiellement l'argent que les actionnaires de la banque investissent dans l'entreprise. C'est différent des dépôts ou de l'argent emprunté, car le capital n'a pas à être remboursé. Si vous imaginez un filet de sécurité à ce stade, vous êtes sur la bonne voie. Considérez le capital bancaire comme le coussin qui absorbe les pertes lorsque les prêts de la banque ne sont pas remboursés ou que ses investissements perdent de la valeur. Si une banque dispose de suffisamment de capital, elle peut toujours couvrir les dépôts de ses clients, même lorsque les choses tournent mal. Cela rend le capital crucial non seulement pour les banques individuelles, mais aussi pour la stabilité de l'ensemble du système financier, le système bancaire en étant le cœur même, car les banques commerciales créent de la monnaie. Sans suffisamment de capital, la faillite d'une seule banque pourrait en réalité se répercuter sur l'économie. Alors, qui décide de la quantité de capital dont une banque a besoin? Techniquement, ce sont les banques qui décident, mais en réalité, ce sont les régulateurs qui décident. Tant aux États-Unis qu'à travers le monde, les régulateurs exigent que les banques détiennent un montant minimum de capital en fonction du niveau de risque de leurs activités. Quel est l'objectif ici? Eh bien, il s'agit de réduire les risques de faillite et d'éviter des renflouements gouvernementaux coûteux. Pourquoi ces règles, me demanderez-vous? Parce que les banques disposant de trop peu de capital pourraient prendre des risques excessifs. Après tout, leurs actionnaires ont tout à gagner si les paris risqués rapportent. Mais bien sûr, ils perdent peu si la banque fait faillite. C'est pourquoi le capital coûte plus cher aux banques. Il représente un véritable engagement financier. Les banques veulent juste assez de capital pour satisfaire les régulateurs. Pas plus, car cela limite leur capacité de prêt. Trop de capital rogne en fait leurs profits, mais trop peu menace l'ensemble du système financier. Cela nous amène au comité de Bâle sur le contrôle bancaire. Formé en 1974, ce groupe international fixe les normes mondiales concernant le niveau de capital que les banques doivent détenir. Il se réunit à Bâle, en Suisse, d'où son nom, mais il ne vote pas réellement de loi. Chaque pays décide s'il adopte ou non ces règles et de quelle manière. La Banque des règlements internationaux, ou BRI, est cette entité mystérieuse qui faisait affaire à la fois avec l'Allemagne hitlérienne et les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale.
Cette entité fournit des orientations bancaires. Après la crise financière mondiale de 2007-2009, le comité a créé Bâle III, un ensemble de règles de capital plus strictes. Le fin de partie de Bâle III est la dernière étape de cette refonte. Et les régulateurs américains proposent actuellement des modifications pour s'aligner sur ces normes mondiales. Ces nouvelles règles affecteraient particulièrement les plus grandes banques américaines, celles détenant 100 milliards de dollars d'actifs ou plus, en leur demandant de détenir davantage de capital pour couvrir les risques liés aux prêts, au trading et aux opérations. Parlons maintenant du capital fondé sur le risque. C'est très important. Depuis les années 1980, les régulateurs demandent aux banques qui prennent plus de risques, comme accorder des prêts à haut risque ou investir sur des marchés volatiles, de détenir plus de capital. Les banques les plus risquées obtiennent un chiffre d'actifs pondéré en fonction du risque plus élevé, et les exigences de capital sont en fait basées sur ce chiffre. Mais il y a plus. Les nouvelles propositions se concentrent sur ce qu'on appelle le risque opérationnel. Il s'agit du risque de perte dû à des défaillances internes, à la fraude, à des problèmes juridiques ou même à des cyberattaques. Selon ces nouvelles règles, les banques les plus complexes, celles impliquées dans la gestion de patrimoine ou la banque d'investissement par exemple, devraient détenir beaucoup plus de capital. Cela touche particulièrement les banques qui vont au-delà du simple prêt traditionnel. Les changements prévus par Bâle III bouleverseraient la manière de calculer les actifs pondérés en fonction des risques, augmentant ainsi le montant de capital que les grandes banques complexes doivent détenir selon les exigences des régulateurs américains. Certains régulateurs soutiennent cette mesure, affirmant qu'elle incite les banques à mieux gérer leurs risques internes. D'autres, y compris certains responsables de la Fed, estiment au contraire que cela va trop loin, qualifiant le risque opérationnel de catégorie fourre-tout, trop vague et potentiellement excessive. Kindness positive. Ils affirment que les propositions sont excessives, qu'elles rendront les prêts plus coûteux et pousseront les entreprises vers des secteurs financiers moins réglementés. Ils ont également lancé des sites web comme stopbaselendgame.com et bien d'autres, avertissant que ces changements nuiront en réalité aux petites entreprises et aux emprunteurs de la classe moyenne. Ils soulèvent un point valable, car augmenter le capital, comme je viens de le mentionner, limitera effectivement la capacité de prêt des banques. Les critiques au Congrès, dont de nombreux républicains, estiment que ces règles pourraient nuire au crédit immobilier, pénaliser les communautés mal desservies et freiner la croissance économique. Ce sont aussi de bons arguments. Même certains démocrates restent sceptiques, se demandant si ces changements sont vraiment nécessaires. Mais les partisans rétorquent que ces plaintes ont déjà été entendues par le passé et que des exigences de fonds propres plus strictes n'ont pas vraiment nui au crédit après la dernière crise. Ils disent que le coût de la prévention est faible comparé au coût d'une nouvelle crise financière et éventuellement d'un autre sauvetage. Maintenant, comment ces nouvelles règles affecteraient-elles les prêts hypothécaires? Les banques auraient en fait besoin de plus de capital pour les prêts hypothécaires à haut risque, en particulier ceux avec des ratios prêt-valeur élevés. Cela pourrait réduire l'octroi de prêts hypothécaires par les banques, notamment aux emprunteurs à faible revenu, malgré les efforts du gouvernement pour l'encourager dans de nombreux cas. Et qu'en est-il de la Silicon Valley Bank, pourriez-vous demander, dont l'effondrement soudain en 2023 a en réalité effrayé les marchés? Eh bien, les règles de Bâle III n'ont pas vraiment été conçues en pensant à SVB. Elles visent toutefois à augmenter les niveaux de capital pour les banques de taille moyenne comme SVB et à prendre en compte les risques de marché qui ont contribué à sa chute. Alors, quelle est la suite?
De nombreuses banques soutiennent en réalité que les justifications opaques des régulateurs américains, surtout lorsqu'elles s'ajoutent aux tests de résistance existants, créent des charges inutiles et nuisent finalement à leur capacité à servir l'économie et leur communauté. Face à de vives critiques, les régulateurs américains reconsidèrent désormais certaines parties de la proposition. Et qu'est-ce qui motive ce revirement? C'est également important. Sous l'influence de l'agenda de déréglementation de l'ère Trump, Michelle Bowman, une régulatrice plus favorable aux banques, a remplacé Michael Barr au poste de vice-présidente de la supervision à la Fed. Parallèlement, Travis Hill, président par intérim de la FDIC, plaide pour des règles de capital et de liquidité simplifiées, et il souhaite également revenir sur de nombreuses propositions de la phase finale de Bâle III. Par conséquent, il est peu probable que Bâle III soit mis en œuvre sous sa forme actuelle. Le Canada a techniquement adopté Bâle III, mais son régulateur a indéfiniment reporté l'augmentation du plancher de fonds propres, invoquant l'incertitude économique et la lenteur des progrès mondiaux, car personne n'aime vraiment Bâle III. Le Japon et la Suisse, en revanche, ont pleinement intégré Bâle III dans leurs cadres nationaux. Mais voici le problème. Lorsque les pays adoptent ces règles mondiales à des moments différents ou qu'ils les appliquent de manière différente, cela entraîne une fragmentation réglementaire. Les banques se retrouvent alors confrontées à un ensemble disparate de règles selon leur lieu d'activité, ce qui peut créer des failles. Cela pourrait bien sûr générer diverses opportunités d'arbitrage, notamment en ce qui concerne les taux d'intérêt. Et cela pourrait mettre en danger la stabilité financière. Cela étant dit, ces grandes banques encouragent, soutiennent et font pression pour que Bâle III soit abandonné ou considérablement modifié. Ajoutez à cela les tensions géopolitiques, la perte de confiance entre les pays et la fragmentation des échanges commerciaux, et il est facile de comprendre pourquoi la coordination mondiale s'effrite et pourquoi la mise en œuvre de Bâle III reste incertaine. En d'autres termes, il y a aujourd'hui des sujets bien plus importants à aborder que de s'inquiéter d'une réglementation qui ne sera probablement jamais appliquée ici, aux États-Unis. Que vous soyez banquier, emprunteur ou simplement quelqu'un qui souhaite comprendre le fonctionnement de l'économie, ce débat est très important. Ce débat sur les fonds propres bancaires touche au cœur même de la stabilité financière aux États-Unis et dans le monde. Il s'agit de rendre les banques plus sûres sans freiner l'économie, et c'est un équilibre qui nous concerne tous. J'espère que cette courte vidéo vous a été utile et a clarifié ce que signifie cette nouvelle réglementation bancaire, ainsi que la nécessité ou non de vous en préoccuper à ce stade. Merci de votre attention. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela compte beaucoup pour moi. Je consacre beaucoup de travail à cette chaîne. Aimez, abonnez-vous, partagez et devenez membre sur worldaffairandcontext.com. J'aimerais beaucoup vous y retrouver. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.